On évoquait la question des otages avec la situation terrible au Proche-Orient et ce conflit qui s'exporte toujours dans notre pays et notamment dans nos universités. Après Sciences Po ou la Sorbonne, l'Institut national des langues et civilisations orientales est aujourd'hui le théâtre d'actes antisémites. Les étudiants du département d'hébreu subissent aujourd'hui des attaques. Ils dénoncent une école prise en otage par une minorité, mais aussi des tensions et des intimidations à leur rencontre. On est avec Yvan Lecoz, qui est délégué national de l'UNI, l'Union nationale interuniversitaire. Bonjour, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour Mickaël Dorian. Que savez-vous de ces discriminations subies par ces étudiants qui, disons-le, refusent de témoigner? Ils ont porté plainte, mais ils refusent de s'exprimer directement. Depuis le 7 octobre 2023, au sein de l'INALCO, donc c'est l'Institut national des langues et civilisations orientales, on a plusieurs étudiants, nombreux d'ailleurs étudiants, qui subissent des pressions, soit parce qu'ils apprennent l'hébreu, soit parce qu'ils sont considérés comme étant juifs ou comme étant en opposition à la ligne mise en place par l'extrême gauche sur le conflit israélo-palestinien au sein de l'INALCO. Et donc ces étudiants-là, parce qu'ils ne rentrent pas dans la case souhaitées par ces organisations d'extrême gauche ou pro-palestiniennes, sont victimes de moqueries, sont victimes de discrimination, sont écartés de différents cercles sociaux, sont même accusés de soutenir un État dit génocidaire. Et on est dans une situation où ils ont peur, ils n'osent plus s'exprimer, et où il y a même tout un groupe d'étudiants qui apprennent l'hébreu, qui sont allés voir la direction de l'INALCO pour leur demander de l'aide et leur demander que ça cesse, parce qu'ils ne peuvent plus le supporter étudier en ces conditions-là. C'est une situation qui est terrible, qui est évidemment rapportée notamment par Yvan Lecoz. Donc plusieurs plaintes ont été déposées. Aucun étudiant n'a souhaité s'exprimer sur la situation. On imagine la peur. Et que fait aussi. La direction ? On imagine la peur. Que fait la direction ? Parce que là, c'est une question qu'on peut se poser. Yvan Lecoz, alors je crois qu'il y a une plainte qui a été déposée notamment par la direction. Mais il y a peut-être des exclusions à prononcer, je ne sais pas. C'est ça, exactement. Donc la direction de l'INALCO, elle vient de porter plainte pour provocation à la haine et violence en raison de l'origine, de l'ethnie ou de la religion. Mais effectivement, nous on pense qu'il faut aller plus loin parce que faut pas juste porter plainte, sachant que souvent en plus ça n'aboutit pas. Il faut également sanctionner en interne les organisations et les étudiants qui participent à ces pressions-là. Et ça, pour le moment, c'est pas fait. C'est ça exactement. Là, pour l'instant, il n'y a aucune sanction qui a été prononcée de ce qu'on sait auprès des étudiants. Et il faut aussi comprendre que ces étudiants, ils n'agissent pas seuls, ils agissent à travers des organisations-là. Et ces organisations, c'est souvent des organisations reconnues et parfois même subventionnées au sein des universités, que ce soit au sein de l'INALCO ou plus largement au sein directement de l'enseignement supérieur. On sait par exemple que depuis le 7 octobre 2023, qu'il y a notamment l'UNEF et l'Union étudiante, donc ce sont deux organisations étudiantes allant de la gauche à l'extrême gauche, subventionnées par le ministère de l'Enseignement supérieur à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros par an, qui participent activement au blocage, aux occupations et aux discriminations contre des groupes d'étudiants parce qu'ils sont considérés comme n'étant pas sur la bonne ligne sur la question du conflit israélo-palestinien. Et ces organisations-là continuent à être reconnues, continuent à être subventionnées et n'ont fait face à aucune sanction. Alors même qu'il y a quelques semaines encore, elles font partie des organisations qui ont attaqué Lyon 3. Je ne sais pas si vous aviez suivi, mais on a eu des centaines de personnes, drapeaux palestiniens à la main, qui ont attaqué la sécurité au sein de l'université Lyon 3 et qui ont envahi l'école. On a se retrouvé avec l'entièreté des étudiants dans les salles de classe qui se sont fait confiner avec les portes qui devaient être fermées, comme lorsqu'il y a un attentat terroriste. Et ça, c'est arrivé à plusieurs reprises au sein de diverses universités. Donc c'est pas juste l'INALCO, malheureusement. Yvan Lecoz, ça veut dire que ces organisations, elles sont d'une certaine façon soutenues par les établissements et par les directions de ces établissements. Oui, ces organisations-là sont souvent soutenues. Alors, faut comprendre que depuis la loi Faure qui a été mise en place dans les années 80, les présidents d'université sont directement élus. C'est pas des techniciens, ce sont des personnes élues, comme les représentants étudiants, par exemple. Et donc, souvent, ça va être élu directement par des conseils de professeurs qui sont souvent orientés à gauche ou à l'extrême gauche. Et donc, on se retrouve avec des conseils de professeurs, des conseils étudiants où la majorité est de gauche et d'extrême gauche, qui élisent un président qui donc est souvent de gauche ou d'extrême gauche, qui va être sur une ligne similaire. Alors, c'est pas tout le temps le cas, faut pas faire de généralité, mais c'est malheureusement souvent le cas, qui est sur une ligne similaire à ce qu'on peut retrouver, par exemple, au niveau de la France insoumise. Et donc, forcément, quand on a une ligne similaire à celle de la France insoumise
au sein de l'université, on s'oppose pas forcément au blocage, aux occupations, ou même à certains propos qui peuvent être considérés comme étant antisémites. Vous savez, ce qui est terrible, c'est ce qu'on est en train de dire là, quand on parle de ces étudiants de l'INALCA, c'est ça, c'est le nom de l'INALCO, pardon, de l'INALCO. Quand on parle de ces étudiants, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, on n'est pas, malheureusement, on n'est plus surpris en fait. C'est-à-dire que depuis le 7 octobre 2023, des affaires comme ça, on en entend tellement, parce que évidemment, cette situation, elle est vécue par de nombreux étudiants de confession juive dans plusieurs grandes écoles, que ce soit Sciences Po, la Sorbonne, l'INALCO aujourd'hui, Sarah Salman. Pourquoi aujourd'hui finalement on n'est plus choqué par ce qu'on entend? Moi je pense pas qu'il y ait plus d'antisémitisme qu'avant, je pense simplement qu'il s'exprime plus et qu'il est décomplexé. Toutes les personnes qui avant ne se seraient jamais permises d'agir ainsi, depuis le 7 octobre, estiment qu'on peut le faire puisque après tout il n'y a pas de sanctions. Et on est arrivé aussi à la situation lunaire où il y a le syllogisme suivant pour certains: si vous êtes juif, c'est que vous êtes israélien, si vous êtes israélien, vous soutenez Benjamin Netanyahou, et par déduction, ils estiment que vous seriez génocidaire. Maintenant, vous avez des personnes, on ne leur dit plus sale juif, on leur dit sale génocidaire. Donc même dans la sémantique, c'est tout à fait important de le souligner. Alors que si on remet les choses dans leur contexte, Israël a été victime d'un pogrom le 7 octobre, et toute la scène internationale, que ce soit les pays ou les individus, devraient apporter leur soutien inconditionnel à Israël qui a été victime. Moi, la seule chose que je regarde, c'est ça. Alors après, vous avez des personnes qui ont inversé les choses et qui ont fait une inversion du narratif, si on peut dire, et ça a infusé dans les esprits les plus vulnérables et les plus faibles. Et voilà le résultat. On peut espérer, bien sûr, une réponse pénale ferme, parce que là, on a des mots qui se transforment ensuite en actes. Je pense notamment au viol d'une enfant à Courbevoie, et des faits comme ça, il y en a de plus en plus. Donc il faut des réponses très fermes. Ça, parce qu'aujourd'hui, on entend que des plaintes sont déposées. Oui, par regardez, Madame Hassan, il y a une nouvelle plainte, je crois, ou une enquête d'ailleurs qui a été ouverte pour. Mais elle débouche sur quoi aujourd'hui, ces plaintes? Là, on attend. Mais Madame Hassan a une immunité parlementaire. Après, pour les autres personnes, par exemple, si je prends l'exemple de Jean-Luc Mélenchon, il reste toujours sur la ligne. Par exemple, il parlait une fois dans un tweet de Madame Yael Braun-Pivet, il disait « Elle est partie camper, elle encourage le massacre ». Et en réalité, tout le monde a compris ce qu'il voulait dire, mais il est resté sur la ligne pour ne pas sur la ligne qui l'empêche de passer de l'autre côté et d'avoir affaire à la justice. Nathan Devers. Oui, écoutez, il y a une augmentation incontestable, spectaculaire de l'antisémitisme. Il faut noter une chose. Des actes antisémites. Bien parce sûr. qu'effectivement, je pense que. Enfin, oui, mais ce que je veux dire, les paroles se traduisent en actes. Les paroles se traduisent en actes, mais moi, je rejoins Sarah lorsqu'elle dit qu'il n'y a pas plus d'antisémites depuis le 7 octobre 2023 qu'il y en avait avant. Il y a plus d'actes. Il y a les mêmes, mais ils l'assument. Et il est davantage décomplexé. Peut-être. Il y a peut-être aussi des gens qui sont vraiment tombés là-dedans depuis le 7 octobre. Mais à mon avis, il faut noter une chose qui est centrale. C'est que la montée de l'antisémitisme en Europe n'a pas commencé avec la guerre menée par Israël à Gaza. Ça a commencé dès le jour du 7 octobre. La montée des actes et des paroles et des tweets antisémites, ça commence à ce moment-là. Oui. Autrement dit, ça n'avait absolument rien à voir, avec même d'un point de vue causal, même d'un point de vue indirect, avec le soutien vis-à-vis des civils palestiniens. Les premiers actes, les premières paroles et les premiers actes antisémites qui ont découlé des attaques du 7 octobre étaient une façon de dire, finalement, de trouver une justification à ces attaques. Plus que ça, c'était une forme de jubilation. Il y a des gens qui ont joui de ce qui se passait le 7 octobre. Moi, vous savez, j'étais à Beyrouth le jour du 7 octobre et j'ai vu, la plupart des civils libanais, évidemment, étaient horrifiés par ce qui se passait, mais j'ai vu une manifestation du Hezbollah où les gens se réjouissaient. Alors, ils distribuaient des bonbons, ils klaxonnaient, ils faisaient de la musique, ils étaient absolument ravis de savoir qu'il y avait des civils qui se faisaient massacrer, des femmes qui se faisaient violer, etc. Tout le monde se souvient de ce qui s'est passé le 7 octobre. Évidemment, en France, vous n'avez pas, les choses sont pas aussi franches, aussi transparentes, mais vous avez des gens, clairement, qui ont ressenti, et on l'a vu, une forme de joie, de plaisir à apprendre ce qui se passait le 7 octobre et qui l'ont fait savoir. Et depuis, en effet, on voit cette montée terrible de l'antisémitisme partout. Face à cela, je pense qu'il faut quand même distinguer deux choses. Il y a des gens qui sont antisémites aujourd'hui, Sarah a expliqué ce syllogisme-là, et qui ne se rendent pas compte qu'ils le sont. Ça veut dire quand on discute avec eux, ils vont dire mais je suis pas antisémite, moi je suis juste horrifié par un génocide, etc. Et ils sont tombés dans une sorte de propagande, de récit qui est absolument mensonger, de toile qui est extrêmement bien ficelée d'un point de vue rhétorique pour les emmailloter dans l'obsession antisémite. Je pense aussi qu'il faut absolument, encore une fois, comme un peu sur l'islamisme, il faut casser idéologiquement
la structure discursive dont s'est habillé l'antisémitisme aujourd'hui, avant même de faire des poursuites judiciaires. Et ça doit être aussi le rôle des universités, le rôle du monde de la culture. Régis Le Sommier, comment ce conflit aujourd'hui a pu autant envahir l'esprit finalement des jeunes de notre pays jusqu'aux plus grandes écoles françaises, nos plus grandes universités? Alors, moi je distinguerais quand même les universités des jeunes de notre pays ou des différentes catégories dans lesquelles effectivement... Même si ce sont des jeunes qu'on retrouve dans les universités. Oui, certains, c'est sûr, mais sur la question des universités, faut remonter à un historique qui est bien antérieur au 7 octobre. Ça fait au moins 20 ou 30 ans que l'université française est noyautée véritablement par l'extrême gauche. Ça serait intéressant d'ailleurs d'avoir l'avis de la personne de l'UNI que vous interviewez tout à l'heure, pour savoir comment sa scolarité se déroule en étant déclaré uni dans une université où, si vous voulez, vous aviez, enfin moi je m'en souviens, j'étais à Tolbiac en université, vous aviez quelques syndicats centristes et toute la palette de l'extrême gauche qui était représentée. Et si vous voulez, vous pouviez pas exprimer des positions à droite ou autre sans être victime d'une forme de harcèlement. Mais si vous voulez, c'était pas forcément un passage à tabac, mais c'était voilà, vous étiez pas dans un climat. Il y avait une pression. Voilà, et ça existe depuis très longtemps. La cause palestinienne est revenue au devant de la scène à la faveur du 7 octobre, l'extrême gauche s'en est emparée et fait régner une véritable terreur dans les universités, mais comme elle l'a fait avant sur d'autres thématiques, empêchant certaines idées qui selon elle sont nuisibles, qui doivent être combattues, etc., de pénétrer dans l'université. On va laisser répondre Ivan Lecoz. Vous avez entendu la question de Régis Le Sommier, effectivement sur votre statut, votre représentation au sein de l'UNI, l'Union nationale interuniversitaire. Ce que dit Régis Le Sommier, c'est tout à fait vrai. Quand on est engagé à droite, déclaré à droite aujourd'hui dans l'enseignement supérieur, mais pas seulement à l'INALCO ou à Sciences Po. Moi, par exemple, je suis étudiant à Sciences Po Grenoble. On est directement mis à l'écart. Mis à l'écart parce qu'il y a une pensée unique qui a été imposée, pas par la majorité, mais qui a été vraiment imposée par une ultra-minorité syndicalisée à gauche et surtout à l'extrême gauche, et qui aujourd'hui fait en sorte qu'on ne puisse pas tenir un discours différent. On est obligé d'être dans une pensée unique, et cette pensée unique, il faut la respecter, parce que sinon on ne pourra pas faire partie d'associations, parce que sinon on sera menacé, mais menacé à différents niveaux. Moi, par exemple, lors de mon engagement, j'ai été menacé physiquement, j'ai été menacé de mort, j'ai été exclu de différents cercles sociaux, et ça, c'est aujourd'hui ce que vivent. Ce type de menaces, vous les avez reçues de qui et sous quelle forme? Mais de l'extrême gauche, des organisations comme l'UNEF, comme l'Union étudiante, qui peuvent agir impunément au sein de l'enseignement supérieur, et c'est fait ouvertement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une forme de violence cachée. C'est une violence ouverte, où au sein des campus, on a des étudiants de droite qui sont menacés, qui sont pas seulement menacés, mais qui sont même frappés, qui sont exclus d'associations, parce que même si par exemple un BDE n'est pas contrôlé par forcément quelqu'un d'extrême gauche, mais le président du BDE recevra la visite de membres de l'UNEF, de l'Union étudiante, qui l'inviteront à exclure toute personne de droite de son BDE si le BDE veut pas avoir de problème. Et ça, c'est mis en place aujourd'hui dans toutes les universités françaises. Et pour revenir aussi un petit peu, je pense que sur le problème du 7 octobre, je pense que c'est aussi important de voir que la gauche, l'extrême gauche, ils n'ont pas réagi aux attentats directement. Le lendemain du 7 octobre, on a eu aucun mot pour les personnes tuées, pour les otages français, pour les 48 Français tués par le Hamas. On n'a eu aucun mot de la plupart des organisations de gauche et d'extrême gauche. On n'a également pas eu de blocage ou d'occupation ou de violence exercée au sein de l'enseignement supérieur pour d'autres problématiques. Moi, je pense par exemple aux Ouïghours, je pense aux chrétiens d'Orient, je pense à plein d'événements qui arrivent aussi, qui sont tout aussi graves que peut être grave le conflit israélo-palestinien. Et pour ça, par contre, on n'a pas de réaction des organisations de gauche et d'extrême gauche, et ça, c'est juste à visée communautariste. C'est parce que aujourd'hui, ils veulent avoir les voix d'une partie de la communauté musulmane, notamment la France insoumise, et donc ils vont aller sur ce sujet-là,
qui tient particulièrement à cœur cette communauté. Ce qui est beaucoup moins le cas, par exemple, le cas des Ouïghours, des chrétiens d'Orient, qui souvent passent au second plan. Alors. Et faut comprendre que c'est une réelle stratégie communautariste qui est mise en place. Et d'ailleurs, notamment Palestine-Alco, qui est une organisation au sein de l'INALCO pro-palestinienne. Cette organisation-là, par exemple, n'a pas juste des revendications pro-palestiniennes. Elle a également des revendications religieuses et communautaristes, notamment la mise en place de salles de prière. Régis, un mot Régis et après Nathan. Un mot pour réagir, ce que vous décrivez là est totalement vrai, mais on dit aujourd'hui, mais non, en fait, moi j'étais étudiant il y a 30 ans, c'était déjà le cas. C'était ce que vous décrivez là, je l'ai déjà vécu à Sciences Po il y a 30 ans. Donc, en revanche, la grande différence, c'est qu'à l'époque, vous aviez un encadrement, vous aviez des profs qui étaient des vrais pédagogues, qui pouvaient être de gauche, mais qui toléraient un autre esprit. Il y avait des débats en classe. Après la classe, c'était totalement différent. Mais ce que je remarque aujourd'hui, c'est par contre que cette forme d'ordre qui existait dans le milieu professoral a un peu disparu. Nathan Devers. Je suis pas d'accord avec ce diagnostic sur l'université en soi. D'abord, je pense qu'on peut pas poser l'université comme une institution unique. Il y a plein d'universités, plein de facultés, voilà. Et il y a beaucoup. D'abord, l'université donc n'est pas noyautée par l'extrême gauche. Il y a des facultés où il y a des professeurs qui sont plus à gauche, d'autres qui sont extrêmement à droite. Allez dans une faculté de lettres classiques et vous n'allez pas trouver beaucoup de gens particulièrement à droite, à gauche. Et puis surtout, il y a beaucoup d'universités. Il faut quand même le dire, et je pense que c'est très important, où depuis le 7 octobre, les choses se sont extrêmement bien passées, où les organisations de gauche, quand elles se sont exprimées sur le sujet, c'était pour appeler à la paix, pour appeler à une solution à 2 États, pour appeler à la solidarité envers tout le monde, et où il n'y a pas eu d'instrumentalisation de ce conflit. Ça me paraît aussi important de le dire. Par exemple, la mienne, l'université Bordeaux-Montagne, il n'y a pas eu le moindre problème, et au contraire. Oui, mais les principales, c'est pas le cas. Faut être honnête, faut regarder les choses. C'est vrai que pour ce qui est des principales universités, les grandes écoles comme effectivement Sciences Po, il y a eu des choses scandaleuses. Voilà. Le directeur de Sciences Po, d'ailleurs, actuellement, a réagi tout de suite quand il a été nommé, le nouveau. Et on pourrait les prendre une par une. Mais... Alors, on va devoir marquer la pause. Merci beaucoup, Yvan Lecause, d'avoir été avec nous, délégué national de l'UNI, l'Union nationale interuniversitaire.